Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14 h à 15 h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel, animation festive. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc. Et nous sommes heureux, encore une fois, de recevoir dans notre émission le professeur Charles Saint-Pro, et surtout avec cette nouveauté, l'apparition d'un nouveau ouvrage, un très beau ouvrage, qui est sous la direction de M. Charles Saint-Pro et M. Jean-Yves de Cara-Christophe Boutin, Sahara marocain, le dossier d'un conflit artificiel. Bienvenue M. Charles Saint-Pro. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous dans un moment très difficile et aussi historique. Et nous souhaitons clarifier à nos auditeurs et auditrices le contexte global par l'appréciation d'un spécialiste du monde musulman maghrébin et surtout géopolitique de cette région qui est une région tampon pour la sécurité et la promotion aussi de l'Europe. Pourriez-vous nous donner juste un petit aperçu, si vous le voulez, s'il vous plaît, sur l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris? Alors, l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris est un institut de recherche, c'est un centre de recherche qui a pour objet de contribuer à la promotion de la recherche scientifique dans les différents domaines de la géopolitique et des relations internationales. Il rassemble des chercheurs, des universitaires et des experts français et étrangers, puisque le conseil scientifique réunit non seulement des universitaires français de très haut niveau, mais également des Marocains, des Sénégalais, des Allemands, etc. D'accord. Donc c'est un ensemble de professeurs et de doctorants qui... Oui, c'est un ensemble d'universitaires, d'experts et de chercheurs. D'accord. Et parmi les thèmes qui sont souvent traités, ça concerne un petit peu le Maghreb. C'est toute la géopolitique, mais c'est vrai que un certain nombre de thèmes qui reviennent, c'est le thème du monde arabe, c'est le thème de l'islam, c'est le thème des relations entre les deux rives de la Méditerranée, parce que c'est à nos yeux des thèmes fondamentaux et des grands défis qu'il faut relever, et notamment la coopération entre les deux rives de la Méditerranée, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure à l'occasion du projet Savinour. Bien entendu, M. Charles Saint-Paul, il faut informer nos auditeurs et auditrices que l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris est partenaire scientifique à Savinour, salon de la ville des deux rives de la Méditerranée, et que le professeur Charles Saint-Pro et le professeur Henri Védé seront parmi nous pour animer une conférence dédiée au rôle des provinces du Sud en tant que trait d'union vers l'Afrique. Ma question, professeur, comme vous le savez, l'actualité oblige, le Maroc récemment a pris des décisions qui sont quand même très importantes et courageuses, parce qu'il a fait face à une provocation, d'après la version de nos décideurs au Maroc, de la part de M. Ben Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Pourriez-vous nous éclairer sur ces déclarations et l'enjeu de ces déclarations? En fait, c'est une affaire qui est liée
au conflit sur le Sahara marocain. C'est un conflit qui dure depuis plus de 40 ans, qui a été monté de toutes pièces par l'Algérie et le bloc soviétique dans les années 70 et qui vise à détacher un territoire de l'intégrité marocaine. Ce conflit est totalement dépassé aujourd'hui, tout le monde le sait bien, mais il est entretenu par le régime algérien qui y consacre beaucoup d'argent et qui, hélas, trouve des relais probablement grâce à l'argent qu'il consacre d'ailleurs, pour entretenir ce conflit artificiel. Depuis quelques années, le Maroc, qui est réintégré, bien entendu, ce territoire dans les années 75, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de problème de décolonisation. La décolonisation, elle s'est terminée en 1975-76 avec le départ des Espagnols, date à laquelle le Maroc a recouvré l'intégrité de ses territoires et sa souveraineté sur le Sahara. Et depuis, il y a une guerre d'agression qui est menée par l'étranger. Bon, et le dossier est pendant aux Nations Unies. Le Maroc a proposé un plan de règlement qui soit très consensuel, qui soit sous la souveraineté marocaine, bien entendu, d'accorder à ces régions une certaine autonomie, une large autonomie, parce qu'elles sont spécifiques, ce sont des régions sahariennes, et toutes les puissances, il faut quand même le dire, toutes les grandes puissances, et notamment la France, les États-Unis et d'autres d'ailleurs, ont reconnu que ce plan est réaliste et que c'est un plan pour mettre fin à un conflit qui n'a que trop duré. Bon. Et c'est dans ce contexte que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui est un secrétaire sur le départ, puisque dans quelques mois il va quitter ses fonctions, s'est rendu en Algérie récemment, où il s'est livré à des déclarations extraordinaires contre le Maroc et prenant fait et cause parti pour le complot séparatiste et pour l'Algérie. C'est une attitude qui est très condamnable, car le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un décideur. Les Nations Unies, comme leur nom l'indique, c'est l'organisation des États, des nations, et le secrétaire général n'est qu'un administrateur chargé de faire marcher la boutique, si j'ose dire. Hein. Donc, il n'avait pas à prendre fait et cause comme il l'a fait pour une partie. C'est un dérapage très très grave, et on peut se demander les raisons de ce dérapage. Il est certain que depuis quelque temps, il s'est fait entourer de gens qui sont des gens très proches de l'Algérie et dont certains sont financés par l'Algérie, c'est connu. Et cet envoyé spécial, Christopher Ross, qui est un militant pro-algérien. Et puis il y a d'autres gens, peut-être qu'il s'est fait manipuler, ou peut-être que les Algériens lui ont fait des promesses obscures, qui, en tous les cas, il s'est déconsidéré. S'il a été manipulé, ça prouve que c'est un monsieur qui ne connaît pas les dossiers et que l'on peut manipuler comme cela. Et si c'est autre chose, c'est encore plus grave. En tous les cas, aujourd'hui, Ban Ki-moon a perdu toute légitimité sur cette question, et le rapport qu'il doit remettre très très prochainement, dans les jours qui viennent, puisque chaque année le Conseil de sécurité examine cette affaire, ce rapport sera dénué de toute crédibilité, et bien entendu, je pense que personne n'y prêtera foi. D'ailleurs, les puissances ont été très choquées par l'attitude de Ban Ki-moon. Il faut bien le dire. Hein. Alors, nous sommes toujours dans le langage diplomatique, c'est que les choses s'expriment à mots couverts. Mais que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit le Sénégal, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Japon, tous ont réaffirmé qu'il n'était pas question de modifier les paramètres du traitement de ce dossier, que le plan marocain, dans le cadre de la souveraineté et de l'unité territoriale du Maroc, est la base du règlement du conflit, et ils ont désavoué Ban Ki-moon. Et plus récemment, lors de sa rencontre avec le président Poutine, le roi Mohamed VI a obtenu du président Poutine que la Russie prenne également ses distances vis-à-vis de Ban Ki-moon en réaffirmant son soutien au plan marocain. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation très grave
où le secrétaire général des Nations Unies a gravement failli à sa mission, s'est déconsidéré, a porté un coup de poignard dans le dos à l'organisation dont il est le secrétaire général, et il a perdu vraiment toute crédibilité. Et je pense qu'il faudra attendre le départ de ce monsieur pour que les choses puissent réavancer et que l'on puisse faire avancer un processus pour régler ce conflit qui n'a que trop duré. La décision de M. Charles prend du Maroc pour vis-à-vis de cette escalade, d'arrêter de diminuer aussi la composition de la MINURSO. Oui, alors c'est vrai, alors qu'il y a une force des Nations Unies, enfin une force. Il y a des représentants de militaires et civils des Nations Unies qui avaient été mis en place dans les années 80, qui étaient chargés d'observer le cessez-le-feu qui avait eu lieu alors. Cessez-le-feu qui concernait d'ailleurs les attaques du Polisario de l'Algérie et des troupes cubaines et de l'Allemagne de l'Est qui les encadraient. Bon, cette affaire est finie. Aujourd'hui, bien entendu, il n'y a plus de combat. Le Maroc est à la maîtrise de ses territoires et il n'y a plus lieu d'observer le cessez-le-feu puisqu'il n'y a plus de combat et il n'y a pas de risque imminent. Et par ailleurs, l'une des missions de la MINURSO était de préparer l'organisation d'un référendum. Or, on sait très bien que ce référendum n'aura jamais lieu. Il n'aura jamais lieu parce qu'il est totalement impossible de recenser les populations concernées, et notamment les personnes qui sont détenues dans les camps de Tindouf en Algérie, mais aussi parce qu'il y a eu des brassages de population et tout ça, donc on ne peut pas l'organiser. Et puis il n'a pas lieu d'organiser un référendum, parce que lorsque le territoire a été libéré de l'occupation espagnole, il est redevenu marocain naturellement, et il n'y avait pas demandé aux populations quelle était leur volonté, puisqu'elles sont redevenues marocaines, comme les Alsaciens et les Lorrains sont redevenus français après l'occupation allemande. Donc ce référendum n'a été que de la poudre aux yeux et un argument pour faire perdurer un dossier qui n'avait pas lieu d'être. Ce qui fait que cette MINURSO est aujourd'hui devenue totalement inutile, et elle ne peut servir qu'à être instrumentalisée contre le Maroc, comme le tente l'Algérie et ses partisans qui veulent étendre le mandat de la MINURSO par exemple à un contrôle de ce qui se passe dans les territoires marocains, etc., ce qui est totalement inadmissible. Donc je pense que là en vérité, le Maroc d'abord a pris la mesure de réduire les effectifs de la MINURSO, de suspendre toute son aide financière qu'il accordait à cette affaire, mais je pense qu'un jour ou l'autre il faudra fermer la MINURSO qui n'a aucune raison d'être. Moi je suis allé au Sahara marocain, j'ai vu ces gens de la MINURSO qui passent leur temps dans les bars, qui passent leur temps à s'ennuyer et qui ne servent strictement à rien sinon de coûter cher aux contribuables. Professeur, dans une zone qui quand même qui est très dangereuse, vu ce qui se passe dans le Sahel, vu ce qui se passe en Libye, en Tunisie, les attaques, les attentats ici à Paris, est-ce que vous croyez la situation actuelle dans le sud marocain arrange la paix dans le monde et notamment la paix dans la Méditerranée? Alors, je dirais une chose, c'est que la situation dans le sud marocain est calme. La situation est tranquille. Tous ceux qui y vont, et moi j'y suis allé encore récemment avec une délégation, on est allé jusqu'à la frontière mauritanienne, les territoires du Sahara marocain sont totalement sûrs et pacifiques. En revanche, il y a aux alentours, notamment dans la région de Tindouf, dans la région sahélienne, dans certaines régions mauritaniennes, l'agitation qui est perpétrée par le Polisario et certains Algériens. Et aujourd'hui, il faut être clair, et c'est ce que nous disons dans le livre que nous venons de publier, qui est un livre collectif avec des universitaires d'une dizaine de nationalités, et l'un des aspects de ce livre, qui s'appelle Le Sahara marocain, le dossier d'un conflit artificiel, l'un des aspects de ce livre est consacré au dossier stratégique. Et il démontre, et le professeur Boutin notamment, que le Polisario est aujourd'hui un facteur de trouble majeur dans la région sahélo-saharienne. On nous parle des narcotrafiquants, on nous parle des mouvements terroristes comme AQMI, comme le Moudjahou et comme certains partisans de Daesh. Il faut bien voir que beaucoup de membres du Polisario
sont en contact avec ces narcotrafiquants, avec ces mouvements terroristes, et qu'aujourd'hui, le Polisario est au même titre que AQMI, au même titre que le Mujao, au même titre que Daesh, un facteur de déstabilisation et d'insécurité majeure dans la région sahélo-saharienne. C'est pour ça que la communauté internationale devrait enfin avoir l'autorité de dire que ce conflit a assez duré, de dire à l'Algérie qu'il est temps qu'elle arrête ses manipulations et puis que l'on interdise les activités du Polisario, qui est un mouvement terroriste. Justement, donc, une dernière question qui est de l'ordre politique avant de passer à une question qui est d'ordre économique, si vous le permettez. Donc, votre livre avec M. Jean-Yves de Cara et M. Christophe Boutin consiste en vérité de faire la lumière sur ce conflit. En quelques mots, si vous le permettez, s'il vous plaît, de nous parler un petit peu de ce livre. Nous invitons que tout le monde achète ce livre pour comprendre le dossier du Sahara et aussi l'enjeu derrière ce conflit qui risque d'aggraver la stabilité et la sécurité dans la Méditerranée. Oui, alors ce livre donc s'appelle Sahara marocain, le dossier d'un conflit artificiel. Il est publié aux éditions du Cerf à Paris. Il va y avoir également une édition qui sera faite pour l'Afrique et pour le Maghreb, moins coûteuse, de façon à ce que les gens en Afrique puissent se le procurer. L'originalité de ce livre, c'est d'abord de réunir des universitaires et des chercheurs d'une dizaine de nationalités. Il y a un Sénégalais, il y a un Allemand, il y a un Espagnol, il y a une Libanaise, il y a un Marocain, il y a des Français, etc. Et autour de 4 thèmes majeurs. Le dossier historique et politique. Il s'agit de rappeler quels sont les tenants historiques de cette affaire, c'est-à-dire de rappeler que le Sahara est historiquement marocain, qu'il a toujours été, et aussi comment est né le conflit d'une façon artificielle du temps de la guerre froide. Le dossier stratégique, c'est de montrer qu'aujourd'hui, l'agitation du Polisario et de ce que fait le régime algérien nuit à la sécurité régionale. Le dossier juridique, puisque c'est des points importants à soulever, le dossier de la souveraineté, l'explication du plan d'autonomie proposé par le Maroc pour résoudre le problème, les problèmes de droits de l'homme, c'est aussi de bien voir que s'il y a un problème de droits de l'homme dans cette affaire, c'est dans les camps de Tindouf en Algérie où les droits de l'homme sont bafoués, mais sûrement pas dans les territoires marocains où tout le monde reconnaît aujourd'hui que les efforts considérables qui ont été faits par le Maroc, et notamment par les commissions régionales des droits de l'homme, etc. Et puis, il y a le dossier économique et social, qui est très important. C'est le développement social du pays, c'est ce que traite Zena El Tibi, et le développement économique de ces territoires, parce qu'il faut bien voir, moi j'ai connu ces territoires au départ de l'armée espagnole, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau à Laayoune, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de port, il n'y avait pas d'aéroport, il n'y avait rien. Et en quelques années, en quelques dizaines d'années, le Maroc a tout construit. Aujourd'hui, l'électricité est assurée, y compris dans les coins les plus reculés. Il y a de l'eau potable grâce au dessalement de l'eau de mer ou aux forages qui ont été faits. Les routes on peut circuler dans tous les territoires du Sahara marocain sans difficulté, les routes sont impeccables. Il y a des aéroports et il y a tout un ensemble portuaire qui vient d'ailleurs s'inscrire dans la stratégie portuaire du Maroc de Oujda jusqu'à la Gouira, c'est-à-dire de la Méditerranée à l'Atlantique. Donc le Maroc a consenti des efforts extraordinaires pour faire reculer le désert et mettre ces régions en valeur, et je crois que cela mérite d'être souligné. Justement, donc ça va être bien souligné au Salon Savinour, un salon de la ville des deux rives de la Méditerranée qui aura lieu les 12 et le 13 mai avec l'intervention de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris. Lors d'une conférence le vendredi, j'invite nos éditeurs et auditrices d'assister à cette conférence de qualité, de très très grande qualité sur le plan économique. Pourriez-vous nous donner juste les grandes lignes et le pourquoi que l'Observatoire d'études géopolitiques participe à un événement où le Maroc est à l'honneur? C'est l'un des soucis de l'Observatoire d'études géopolitiques, c'est la promotion de la connaissance et de la coopération entre les deux rives de la Méditerranée. Car nous pensons que cette coopération est vraiment indispensable dans le monde d'aujourd'hui,
aussi bien pour les pays européens que pour les pays du sud de la Méditerranée. Nous avons besoin les uns des autres pour construire un destin commun face aux grands ensembles qui se constituent en Asie, en Amérique ou ailleurs. Donc le projet de Savinour s'inscrit totalement dans nos perspectives, puisque il s'agit de rapprocher les villes de la Méditerranée, et c'est un projet auquel on ne pouvait que souscrire. Et je crois qu'il est important, dans le cadre de ce projet Savinour, d'expliquer la situation économique et le rôle de trait d'union qu'ont les provinces du sud marocain, c'est-à-dire du Sahara marocain, avec le monde africain. Car des deux côtés de la Méditerranée, il faut faire une coopération, mais qui doit aussi englober le monde africain, qui constitue une profondeur stratégique importante pour nous tous. Et je pense que cette coopération, elle doit prendre aussi en considération cette Afrique qui se développe. On sait que ça sera un grand pôle de croissance du monde de demain. Le Maroc a une politique africaine très dynamique grâce au roi Mohamed VI, qui a fait de nombreuses visites en Afrique et qui a développé des actes de coopération très importants, que ce soit dans le domaine de la sécurité religieuse, que ce soit dans le domaine de la coopération économique, que ce soit dans le domaine sécuritaire. Et je pense que c'est très important que cet axe que je dirais euro-maghrébo-africain se développe dans l'intérêt de tous nos peuples, de toutes nos nations, parce qu'il en va de notre avenir commun. Justement, c'est le concept que nous n'avons pas cessé de le défendre, la coopération nord-sud-sud. On est dedans et nous sommes fiers d'avoir l'Observatoire d'études politiques parmi nous, parce que c'est une pierre très importante dans le cadre de la promotion de la relation France-Maroc aussi, avec bien sûr un tremplin marocain pour l'Afrique, et ça on peut le constater à travers le nombre important de nos partenaires français, différents secteurs d'activité, soit dans l'énergie, soit dans l'eau, soit dans le traitement de déchets, soit aussi bien sûr dans l'innovation constructive et la politique de la ville, qui souhaite se promouvoir à travers Savinour. Et nous sommes heureux que ce salon sera le premier événement régional de proximité à taille humaine pour la promotion de la coopération nord-sud-sud au Maroc, tremplin par excellence dans cette coopération. Monsieur Charles Saint-Preux, je vous dis à très bientôt et merci infiniment de cette participation active avec nous dans cette émission qui est dédiée aussi à la promotion de la relation France-Maroc, et surtout un grand merci à l'Observatoire d'études géopolitiques. Eh bien, merci. Et c'est vrai que cette coopération triangulaire Nord-Sud-Sud, c'est une coopération gagnant-gagnant et je crois qu'il faut féliciter le Maroc d'en être le promoteur et le pilier. Merci beaucoup, M. Charles Saint-Preux, et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine avec de la nouveauté sur un niveau très encore élevé, à la hauteur de nos attentes et à la hauteur